Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui la chercheure Janine Ella Abatan qui vient de l'Institut d'études et de sécurité. Merci d'être toujours en notre compagnie. Je le disais tout à l'heure, le Burkina Faso s'enlise, la Centrafrique s'enfonce et on se demande jusqu'où on ira. Et par rapport à tout cela, on a vu des réactions des dirigeants qui ont posé un certain nombre d'actes. Et aujourd'hui, on se demande est-ce que ces actes portent vraiment de vraies solutions? Est-ce qu'on a toujours posé le bon diagnostic dans le cas d'espèce? En ce qui concerne l'extrémisme violent, ce qu'on a remarqué sur le continent, mais notamment dans la région de l'Afrique de l'Ouest, c'est que les réponses ont souvent précédé l'analyse et la compréhension du phénomène, d'où la question du diagnostic. Des réponses... Donc dans l'urgence, les acteurs politiques agissent rapidement afin de contrer la menace, mais la réaction n'est pas toujours appropriée. D'où la nécessité de mieux comprendre. Donc, Oui. Dans l'urgence, il y a beaucoup de réponses qui ont été élaborées sur la peur, c'est normal. Il fallait agir contre une menace. Des réponses développées sur la peur, sur des perceptions. Il n'y a rien de mal sur des perceptions. Mais si ces perceptions-là ne sont pas en phase avec la réalité, les réponses développées, elles, peuvent ne pas être efficaces pour lutter ou pour prévenir l'extrémisme violent. Donc, la nécessité pour les pays qui sont en train de lutter contre l'extrémisme violent, de mieux comprendre le phénomène, les pays qui sont en train de prévenir cette menace, aussi de mieux comprendre le phénomène, les vulnérabilités sur lesquelles ce phénomène-là vient se greffer, mais plus utile, l'action sur ces vulnérabilités. Il faut agir pour raffermir le lien entre l'État et les populations. D'où la nécessité de mieux comprendre, avoir une compréhension partagée, mieux partagée entre les différents acteurs qui interviennent dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme. La réaction a été pour la plupart du temps militaire. Mais cette réaction militaire, effectivement, il ne pouvait en être autrement parce que l'État ne peut pas croiser les bras et voir faire, et laisser faire. Mais cette réaction militaire, est-ce qu'elle a souvent produit des effets? Donc la réaction militaire, comme vous l'avez dit, elle est nécessaire. La réponse militaire, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Dans la plupart du cas, on a vu que la réponse militaire a permis d'affaiblir la capacité opérationnelle des groupes. Mais malgré le déploiement de plusieurs initiatives de dispositifs sécuritaires dans la région, on a noté que la menace extrémiste violente s'est étendue dans plusieurs localités, dans plusieurs pays. D'où la nécessité de voir la réponse militaire. La réponse militaire doit être un outil dans une boîte à outils plus large qui prend en compte les réponses non militaires, qui agit sur les causes structurelles, les causes, je vais utiliser un anglicisme, les root causes de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Donc, on a parlé des solutions militaires. Vous avez parlé d'une boîte à outils dans laquelle il y aura la solution militaire, mais qui doit avoir encore d'autres solutions, dont le dialogue, par exemple. Mais certaines populations se posent la question, doit-on dialoguer avec des gens qui ont pris des armes contre leurs frères? Donc, la question du dialogue est une question qui fait débat dans plusieurs pays qui font face à l'extrémisme violent, dans plusieurs régions, aussi bien dans le bassin du lac Tchad que dans la région du Sahel. Doit-on dialoguer avec les groupes? Je pense qu'il est nécessaire que les acteurs au niveau national qui font face à cette problématique, ils doivent essayer de voir, d'analyser toutes les réponses. Il y a la réponse militaire a montré ses limites. Les réponses non militaires, le dialogue fait partie de réponses non militaires pour lutter contre l'extrémisme violent. Doit-on dialoguer? Cette question revient aux citoyens de chaque pays, aux acteurs nationaux de chaque pays, d'essayer de voir quelles sont les autres solutions dans le dialogue pour lutter contre l'extrémisme violent. Mais cette initiative, elle doit être nationale et elle doit être portée par les acteurs nationaux et les citoyens de chaque pays. Mais outre le dialogue, on note aussi des accords qui sont signés parfois avec les groupes rebelles, peut-être pour un partage de l'exercice de pouvoir. Mais est-ce que cela est efficace toujours? Parce que, comme le cas du Mali, comme le cas de la Centrafrique, on a vu l'entrée d'un gouvernement de représentants de groupes rebelles et pourtant on n'a pas endigué le mal pour autant. Donc, les conflits armés qui opposent souvent l'État
à des groupes rebelles diffère un peu des conflits auxquels on fait face maintenant en lien avec l'extrémisme violent. D'abord, c'est des groupes qui opèrent dans la clandestinité. Il n'y a pas, dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, pas encore d'accord avec ces groupes-là. Et la question posée, la question du dialogue, est de savoir s'il y a possibilité même de dialoguer avec ces groupes, si ces groupes veulent dialoguer et quelle peut être l'offre qu'on peut faire à ces groupes-là pour une cessation de violence. Donc, les accords de paix dans les conflits classiques entre l'État et les groupes rebelles, les accords de paix ont aussi montré leurs limites. Maintenant, pour faire face à l'extrémisme violent, toute la question est de savoir est-ce qu'on peut, à un moment donné, arriver à des accords de paix avec des groupes dont l'ambition est de rétablir, de changer l'ordre social et des groupes qui remettent en cause l'ordre constitutionnel établi. L'ordre constitutionnel établi. Oui. Donc voilà, c'est une possibilité, mais sa faisabilité reste à savoir. On parle de plus en plus de l'implication des femmes d'abord dans l'avènement des conflits et comment elles peuvent aussi contribuer à l'avènement de la paix. D'abord, leur implication, quel rôle jouent-elles vraiment dans ces conflits? Est-ce qu'elles jouent parfois des rôles de premier plan? Donc, ce qu'on a vu dans le cadre de nos recherches, les groupes extrémistes violents utilisent des femmes. Les femmes sont les victimes de ces groupes. Si on prend le cas de Boko Haram, par exemple, on sait que Boko Haram a utilisé beaucoup de femmes comme kamikazes. Il y a eu plusieurs cas d'enlèvement de femmes, les filles de Chibok, les filles de Dapchi. Donc ces groupes-là utilisent les femmes pour atteindre des objectifs stratégiques et opérationnels. En plus, les femmes sont des victimes de ces groupes-là. Souvent, quand on parle de l'extrémisme violent, quand on regarde le cas sahélien comparé au cas de Boko Haram, on ne voit pas trop la présence des femmes dans ces groupes-là. Mais dans le cas des études qu'on a menées, on s'est rendu compte que les femmes, elles jouent plusieurs rôles pour ces groupes-là. Elles sont considérées comme des actrices invisibles. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas là. Donc elles sont à la fois victimes des groupes, elles sont actives dans les groupes, que ce soit de façon volontaire ou de façon involontaire, mais au-delà de ça, les femmes aussi jouent des rôles dans la prévention et dans la lutte contre l'extrémisme violent. D'où l'importance de voir leur implication sur toute la chaîne en tant que victime, en tant qu'actrice dans ces groupes, mais aussi en tant qu'acteur qu'il faut associer dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Mais certains estiment que les femmes constituent l'ultime solution. Est-ce qu'elles ont vraiment ce pouvoir-là? Les solutions pour prévenir et lutter contre l'extrémisme violent doivent être inclusives. Et les femmes font partie de la société. D'où la nécessité de les associer, pas seulement de les associer en tant que, pour compter des noms, mais il faut les associer de façon réelle dans la conceptualisation, la compréhension du problème, dans l'élaboration des solutions, mais aussi dans la mise en œuvre des solutions. Est-ce que les femmes ont un poids dans la société? Oui, elles ont un rôle à jouer dans la prévention. Les femmes, la plupart du temps, elles sont les mères, elles sont les épouses, elles sont les sœurs de gens qui se retrouvent dans ces groupes-là. Et elles aussi, on a vu de plus en plus que les femmes s'impliquent, que ce soit de façon volontaire ou non, dans ces groupes. Donc, il est nécessaire d'associer tout le monde dans la réponse contre l'extrémisme violent. La prévention, la lutte contre l'extrémisme violent ne peut pas être une question seulement militaire. Elle doit inclure tout le monde, tous ceux qui ont une valeur ajoutée, tous ceux qui peuvent aider à réduire ce phénomène. Récemment, au Burkina Faso, on a vu le Haut Conseil de la réconciliation et l'unité nationale réunir quand même des femmes venues d'un peu partout pour discuter de leur implication, de leur rôle par rapport à comment trouver des solutions à ces problèmes-là. Comment est-ce que vous avez apprécié cette initiative? Donc, des initiatives comme ça doivent être encouragées. Ça permet de savoir ce que les organisations féminines font déjà dans nos localités. Et souvent, c'est des actions qu'elles mènent qui ne sont pas reconnues. Ce ne sont pas des actions qui sont mises sur la toile. Donc, c'est important de mener ce type de colloques, d'avoir ce type de rencontres entre les femmes pour que les femmes sachent, pour que d'autres personnes sachent ce qui est fait par des organisations féminines sur le terrain, mais aussi pour que les femmes puissent partager leurs expériences et que ces expériences-là puissent être renforcées par les acteurs qui mènent des actions de lutte et de prévention contre l'extrémisme violent. Mais est-ce que les décideurs les impliquent vraiment et les considèrent comme une force? Elles doivent être considérées comme une force. Si les décideurs les impliquent,
Ça, c'est la vraie question. Et il est temps, vu l'ampleur que prend le phénomène, vu l'expansion du phénomène, d'associer tout le monde. Il faut que les femmes soient impliquées tout au long de la démarche de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. L'Institut d'études et de sécurité où vous officiez, alors de quoi s'occupe cet institut concrètement? Donc l'Institut d'études de sécurité est une organisation africaine à but non lucratif qui œuvre à améliorer la sécurité humaine en Afrique par de la recherche indépendante axée sur le développement des politiques, le renforcement de capacités, l'appui technique au gouvernement, mais aussi aux organisations de la sécurité, aux organisations de la société civile et la création de cadres multi-acteurs d'échanges comme cela a été fait à Ouagadougou la fois passée par le HCRU. En tout cas, quand on voit la situation sécuritaire sur le continent, on estime que l'Institut a un très grand rôle à jouer pour l'avènement de la paix et la discussion libre et l'acceptation de l'autre. On vous souhaite du succès dans ce boulot. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Janinella Abatan. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chercheur à l'Institut d'études et de sécurité. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.